Bonjour, bonjour à tous. Je vais continuer un petit peu dans cette lancée de la critique de la notion de transition, parce que justement l'objet de la présentation du programme Politaire, c'est du pôle foncier qui le porte, et justement de dire que ça ne nous va pas du tout cette approche-là, et justement d'essayer de vous convaincre que en tout cas dans ce qui concerne la question de dynamique d'évolution des droits sur la terre, en milieu rural, en particulier dans les pays du Sud, eh bien, cette idée de passage d'une situation A à une situation B ne fonctionne pas, et qu'il faut beaucoup plus penser en termes d'articulation dynamique entre normes et régime de droit. Donc, je vous présente cette présentation au nom donc, du projet Politaire, politique de la terre entre État, marché et dispositifs coutumiers, et plus largement du pôle foncier, qui est un GIS qui travaille sur les dynamiques foncières en zone rurale dans les pays du Sud, et qui depuis pas tout à fait une dizaine d'années travaille à essayer de construire l'approche interdisciplinaire restreinte. On n'est pas dans l'interdisciplinarité de tout à l'heure, on est entre sciences sociales et autour de la question foncière dans les pays du Sud, et puis propose donc une animation scientifique permettant et aux spécialistes de la question et aux gens qui rencontrent la question foncière dans le cadre de leurs travaux d'échanger, de confronter leurs analyses et leurs expériences. Et on a choisi donc pour ce colloque de mobiliser ces expériences et ces acquis pour discuter cette notion de transition, et du coup autour des grilles de lecture évolutionnistes qui prétendent expliquer le passage de droit coutumier à une propriété privée, pourquoi effectivement ça fonctionne pas bien ou pas du tout, et pourquoi effectivement il faut penser autrement, non seulement intellectuellement en termes de recherche pour rendre compte des dynamiques qu'on observe, mais aussi pour agir, parce que c'est le deuxième thème du colloque. Alors, deux mots sur le pôle foncier, le programme Politaire. Pardon, j'en ai déjà dit des choses. Le pôle a été créé en fait sur le constat que cette question du foncier était à la fois centrale dans les dynamiques économiques, sociales et politiques, fondamentalement au cœur des sociétés, et en même temps traitée de façon très découpée à la fois par les disciplines et dans les institutions, et que du coup il manquait sur la place de Montpellier, où beaucoup de gens travaillent sur les questions de développement agricole rural au sud, un espace pour justement confronter les analyses, les approches, et dans une perspective interdisciplinaire, justement en prenant en compte les différentes dimensions profondément enchevêtrées de la question du foncier, qui quand on tire le fil, c'est à la fois du social, c'est du politique, c'est de l'économique, c'est du juridique, c'est tout ça à la fois, et il faut être capable de prendre en compte ces différentes dimensions articulées. Donc le pôle est pluri-institutionnel, ça je passe rapidement, mais pluridisciplinaire aussi. Donc quand je disais de pluridisciplinarité de proximité, entre économie, socio-anthropologie, géographie, droit depuis quelques années, qui partagent une même volonté de rendre compte de situations, de dynamiques locales au plus près des réalités. Et bon nombre sinon la totalité des membres du pôle sont à titre personnel ou institutionnel engagés dans des réflexions avec des praticiens, avec des groupes de travail sur les politiques foncières, donc s'intéressent aussi à l'utilité de leur recherche pour l'action publique et les politiques publiques. Donc finalement, dans le champ des recherches sur le développement des pays dits du Sud, les grands modèles de transition au changement, il y en a eu plein dans l'histoire, la théorie de la modernisation, les étapes de la croissance économique de Rostow qui expliquaient comment les pays sous-développés allaient rattraper. Dans une logique plutôt critique et marxiste, vous avez eu les théories de la transition au capitalisme qui a eu des beaux jours dans les années 70-80. Et ma foi, on est exactement sur le même constat qui vient d'être dit, quoi. L'idée de passer d'un état stable A à un état stable B pose problème, oblige à enfermer dans des boîtes, à durcir des situations A qui sont multiples, complexes et dynamiques,
d'identifier des stades ou des étapes qui ne fonctionnent pas en réalité, qui ne sont pas disjointes. Et je propose de le discuter autour de la théorie des droits de propriété, la théorie économique des droits de propriété et ses évolutions, qui cherche à analyser, à comprendre comment est-ce qu'on passe de droits coutumiers, censés être collectifs, communautaires, souvent peu productifs, à des droits censés être individuels et plus efficaces sous l'effet de la pression démographique, du marché ou d'autres facteurs. Et on a en fait, simplifiant très pour le propos, on a trois lectures un petit peu des évolutions foncières. Le premier, qui est maintenant complètement disqualifié, mais dont il y a encore des traces quelquefois dans les débats de politique publique, c'est une grande division entre le traditionnel et le moderne. Donc les droits coutumiers sont par essence collectifs, par essence peu efficaces, et il n'y a rien à en tirer. Donc la seule façon, c'est de supprimer tout ça et de remplacer par une bonne vieille propriété privée, comme on la connaît dans les pays industrialisés. Bon, ce modèle-là est évidemment disqualifié déjà de longue date, mais du coup, ce qui a remplacé, c'est des visions plus évolutionnistes. Les situations évoluent, la façon dont les sociétés rurales locales organisent leurs droits sur la terre change avec le temps. Et vous avez une première lecture évolutionniste qui dit finalement ça se passe naturellement, sous la pression de la démographie qui accroît la pression sur les terres, sous la pression du marché et de l'intérêt à investir de façon plus importante dans la terre. Eh bien on observe des processus d'individualisation où les droits collectifs se dissolvent progressivement, des processus de marchandisation où la terre devient objet de relations marchandes, et puis on arrive spontanément, plus ou moins rapidement, à quelque chose qui ressemble à une propriété privée individuelle. Et une reformulation plus récente qui justifie les politiques internationales actuelles, dit attendez, c'est pas tout à fait si simple que ça. On a effectivement des processus d'individualisation ou de marchandisation qu'on peut observer, mais le résultat, c'est pas un passage progressif, tranquille à de la propriété privée. En fait, il y a des tensions entre ça. Il y a des moments où arrivent des phases où le basculement ne se fait pas. Il y a des conflits, des conflits sur les droits. Et il faut là une intervention publique. Il faut que l'État arrive pour forcer le passage à de la propriété privée, à des droits individuels, et achever cette transition à une propriété privée individuelle. Et puis, cette propriété privée individuelle est nécessaire parce que, quand vous donnez un titre foncier à des gens qui n'en avaient pas, qui étaient dans le droit informel, ils ont une sécurité des droits. Ils sont sûrs de leurs droits. Ils peuvent l'utiliser en garantie pour du crédit. Ils vont à la banque, donc ils investissent, et donc vous avez le cercle vertueux des investissements, des gains de productivité qui se met en place, et on sort enfin d'une agriculture peu productive pour une agriculture moderne et performante. Alors vous avez des variantes où, je ne rentre pas dans les détails. Mais les problèmes de cette lecture-là, c'est que, on retrouve effectivement là aussi les mêmes choses. On est sur une lecture qui se veut dynamique, mais qui en fait est ahistorique et aussi théologique, en sens où effectivement on part d'une situation largement mythique de droit coutumier complètement collectif qui en fait n'a jamais vraiment existé. On suppose que la fin de l'histoire est déjà prédéfinie, puisque c'est forcément de la propriété individuelle. Ça posait problème parce que les analyses empiriques et historiques, pour autant qu'on puisse montrent qu'il n'y a jamais eu du tout collectif avec tous les ménages, les exploitations agricoles ont toujours eu des droits relativement clairs sur leur terre, même s'il y a des régulations de familles élargies, etc. Et d'autre part, dans l'analyse qui dit qu'il faut une intervention de l'État, que cette évolution se passe pas bien, quand on observe de près quels sont les conflits, où est-ce qu'ils arrivent, pourquoi ? C'est pas tant un flou sur les droits liés à l'évolution que des carences de l'intervention de l'État, des contradictions entre les règles étatiques et les normes locales qui contribuent à provoquer ou accentuer ces conflits. Donc la cause des conflits, leur ampleur est discutée, et du coup ça change aussi le schéma interprétatif. Et puis quand on regarde cet enchaînement de raisonnement, on s'aperçoit que chaque étape
aussi bien dans la dimension rétrospective, comment est-ce qu'on arrive aux situations avec des conflits qui se multiplient, que qu'est-ce qui se passe après, sont extrêmement problématiques, avec des relations de causalité qui sont absolument pas établies, ou en tout cas sont extrêmement contextuelles, et ne marchent pas du tout de façon mécanique. Cette grille repose aussi sur des gros problèmes de catégorie, avec cette opposition individuelle-collective qui est en fait une fausse opposition. On a des combinaisons de droits collectifs et de régulation, de droits individuels et de régulation collective, d'un bout à l'autre de cette continuum d'évolution. Et puis, quand on dit qu'il faut donner des titres de propriété écrits à des paysans pour les sécuriser, il y a une énorme confusion intellectuelle et sémantique entre la sécurité, c'est-à-dire tout le monde sait que cette parcelle m'appartient parce que je l'ai achetée ou parce que je l'ai héritée de mon père, et personne ne vient m'embêter, et j'ai un document écrit qui le dit, quoi. Et évidemment, c'est pas la même chose. Et heureusement pour les populations rurales dans la grande majorité du monde, on n'a pas toujours besoin d'un papier pour être effectivement en sécurité. Et puis cette lecture-là oublie l'État ou le politique, où on fait simplement une vision instrumentale. L'État apparaît au bon moment pour sauver la situation et résoudre les problèmes. Et historiquement, l'intervention de l'État, c'est pas que ça. C'est aussi du contrôle politique, c'est du contrôle des territoires, c'est des abus de pouvoir, c'est etc. Et ça joue aussi dans cette histoire, justement, et dans les situations que l'on analyse. Donc, ces critiques ont amené d'une part à des révisions, des évolutions dans la théorie économique standard. Alors, je simplifie évidemment, mais en gros, il y a deux points qui me paraissent particulièrement importants. Toute partie d'économistes assez classiques dans leurs analyses disent finalement toutes les analyses sur le fait que la propriété privée se développe spontanément reposent sur le fait qu'à un moment où la valeur des terres augmente, eh bien effectivement, ça vaut le coup d'exclure les autres. Or, disent ces économistes, attention, exclure, garantir que personne ne va venir sur ma parcelle, ça a aussi un coût. Donc, c'est pas seulement du bénéfice, il y a une tension entre le coût de l'exclusion et le bénéfice des droits exclusifs. Et ça, du coup, lorsqu'on l'applique à des ressources naturelles qui sont rares, dispersées dans l'espace, etc., montre qu'il y a des situations dans lesquelles le coût de l'exclusion est trop important et que ça ne se justifie pas de mettre en place des systèmes de propriété privée. Et donc, vous avez une réhabilitation par l'économie standard, finalement, de l'existence de communs, sur des pâturages, sur certaines ressources, en disant ça ne vaut pas le coup économiquement de mettre en place une propriété privée. Donc, un avenir un peu plus ouvert. Et puis d'autre part, vous avez des questions aussi sur les coûts de transaction et les conditions institutionnelles de l'efficacité des droits de propriété, donc de l'effet attendu en matière d'investissement, etc., quoi. Est-ce que le fait d'avoir un papier vous permet d'aller à la banque pour de vrai ou pas? Quelles sont les institutions nécessaires pour que votre papier vous serve à quelque chose? Et du coup, évidemment, on est sur l'histoire des institutions, qui est une histoire politique, et pas seulement des institutions censées rendre service à tout le monde. Bien plus, disent les économistes aussi, dans des contextes où vous avez des imperfections dans les marchés adjacents. Donc ça, c'est compliqué. Ça veut dire que si vous avez problème d'accès au crédit, si les filières sont contrôlées par quelques grands personnages, eh bien, si vous libéralisez le marché du foncier, vous allez avoir de l'inefficacité et pas d'équité. Donc ça ne se justifie pas dans des contextes comme ça, qui sont de fait les situations les plus fréquentes dans les pays du Sud. Donc une grosse remise en cause du point de vue des économistes, avec une ouverture du champ des possibles. Et puis en même temps, les autres disciplines qui se posent les questions posent aussi d'autres questions, disent effectivement, on n'a pas cette opposition individuelle-collective, j'ai déjà dit. On est dans les pays du Sud souvent dans une situation structurelle de pluralité des normes, avec des confrontations justement entre les normes étatiques, ou en tout cas la façon dont le droit est perçu par les agents de l'État censés l'appliquer, entre des normes coutumières elles-mêmes en évolution, plus ou moins recomposées par des transformations religieuses, etc. Et les pays qui ont connu une expérience coloniale, en particulier les colonisations du XIXe siècle, ont un droit qui est hors sol.
un droit qui est fait pas du tout pour organiser la société et traiter ses problèmes, mais un droit qui était au service d'un pouvoir colonial et de ses alliés. Et les pays africains en particulier ne sont pas sortis de cette situation-là et sont toujours avec un droit radicalement déconnecté de la société. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante des tensions foncières. Les carences institutionnelles, le fait que ce droit reste hors société, les dysfonctionnements des systèmes d'administration foncière ne sont pas qu'un malheur ou qu'un legs, c'est aussi des intérêts très puissants qui sont dans la manipulation, dans ce que certains appellent la gestion de la confusion, qui ont des intérêts à ça et en jouent. Et puis du coup, avec tout ça, quand on regarde ce qui se passe vraiment dans des opérations de formalisation des droits qui visent à mettre en place ces systèmes de droits de propriété privée, eh ben, on s'aperçoit que c'est peu ou pas mis en œuvre, qu'il y a de gros processus d'exclusion qui se jouent à travers ça, que les impacts ne sont pas ce qui a été attendu. Donc, ceci amène à reposer différemment finalement la question de l'enjeu, enfin, des dynamiques de changement institutionnel sur les droits locaux, avec une perspective beaucoup plus interdisciplinaire et qui prend en compte ces différentes dimensions, ces différents enjeux à la fois économiques, politiques, rapports entre acteurs dans la société qui s'y jouent en pratique. Et à penser... non, excuse-moi, je vais trop vite. Et du côté donc de l'action, ce modèle évolutionniste finalement irrigue encore beaucoup les prescriptions de politique foncière qui tiennent peu ou pas compte de l'avancée de la recherche, y compris de la recherche économique, évidemment plus légitime que les recherches de sens social en termes de politique publique. Et on a depuis les années 90, où ce thème a émergé à l'échelle internationale, le fait qu'il fallait absolument formaliser les droits de propriété sur la terre dans les pays du Sud et sortir de cette situation de droit informel. On a connu toute une histoire compliquée, mais on voit ressortir cet argument évolutionniste, ces oppositions entre droit coutumier et droit moderne, qui ne tiennent pas la route, mais continuent à structurer les discours de politique. Alors du coup, si l'on prend acte de cette remise en cause, cet ensemble de remise en cause du modèle évolutionniste téléologique, ce qu'on s'aperçoit, c'est effectivement, il n'y a pas de situation initiale, ou sinon il faudrait remonter à la nuit des temps. La situation finale, on ne sait pas où elle est et de quelle elle sera. C'est pas sûr du tout qu'une généralisation de la propriété privée soit la meilleure des choses possibles pour le monde rural. Et même dès lors que les systèmes d'exploitation du milieu sont liés au pastoralisme, à l'extractivisme, etc., ça ne fonctionne pas. Donc il s'agit de repenser autrement la question de la dynamique des droits et des enjeux des politiques foncières. Et ce qui nous semble essentiel, effectivement, c'est de penser en termes de pluralité et de diversité des trajectoires d'évolution. Il y a des évolutions dynamiques, c'est évident, mais qui prennent des trajectoires beaucoup plus variées que une simple lecture mécanique. Il faut penser le foncier non pas seulement sur la terre agricole, mais sur l'accès aux terres et aux ressources naturelles. Et donc l'inscrire dans des écosystèmes, dans des modes d'exploitation du milieu, dans des sociétés, dans des façons de penser la question de la richesse, la question du pouvoir, et prendre acte de dynamique plurielle. Il faut prendre acte de l'enchâssement social et politique des rapports fonciers et du fait que se croisent là, portés par des acteurs éventuellement différents ou par les mêmes acteurs tiraillés entre logiques différentes, eh bien, des façons différentes de penser les rapports entre individus, collectifs sociaux et États, et des confrontations entre normes locales, elles-mêmes plurielles, évolutives, droit étatique, normes internationales, etc. Et que la question de la sécurité foncière, la question de la dynamique des droits sur la terre, eh bien, doivent être posées dans ce cadre-là. Et du coup, l'enjeu n'est pas tant le fait d'avoir un papier, en tout cas peut-être, mais pas seulement, un enjeu beaucoup plus de gouvernance foncière, donc de rapport d'équilibre entre acteurs et entre logiques de pouvoir autour du contrôle de la terre et des ressources naturelles.
Alors, un tel cadre n'est pas seulement, ne paraît pas seulement indispensable intellectuellement pour interroger de façon solide les dynamiques que l'on observe, elle est aussi pour agir, quoi. Donc, vous voyez bien que les lectures évolutionnistes dont j'ai parlé tout à l'heure aboutissent à des prescriptions très normatives et souvent problématiques visant à considérer que la généralisation de la propriété privée rapide ou progressive est l'alpha et l'oméga. La prise en compte de la diversité des écosystèmes et des sociétés, de cette coexistence durable de situations coutumières qu'on aurait pensé il y a quelques dizaines d'années obsolètes et devant disparaître rapidement sous l'effet des politiques publiques, de la modernisation, etc., montre qu'on n'est pas seulement effectivement sur des archaïsmes, mais il y a des logiques propres, des logiques sociales propres aux régulations coutumières, une façon de penser l'avenir de la société qui existe et qui reste prégnant dans de nombreuses situations, et que l'enjeu, justement, c'est de prendre acte de cette diversité, de cette très grande diversité de situations à l'intérieur même d'un pays, entre des régions où les droits sont relativement individualisés, où le marché foncier existe, et des endroits où c'est pas du tout le cas, et de trouver justement des façons de penser les politiques foncières qui sont capables de prendre acte de cette diversité de situations sans enfermer dans une vision unique de ce que devraient être des droits sur la terre. C'est sortir d'une lecture économiciste de la politique foncière pour le poser en tant que choix de société. Parce que la façon de poser les questions des régulations individuelles et collectives, c'est aussi la vision de la société, la vision de la prise en compte de la diversité sociale dans les politiques publiques. C'est poser la question de la sécurité foncière, c'est-à-dire le fait que les agriculteurs et les éleveurs puissent exploiter paisiblement leurs terres, non pas uniquement en termes d'accès à un document écrit, mais avant tout effectivement en matière de sécurisation des transferts de droits et de gouvernance. Pas rentrer dans les détails. C'est pas du tout une vision traditionnaliste qui viserait à refuser les évolutions et les dynamiques et le développement de marchés fonciers où il existe, mais arriver à penser cette diversité des normes, cette diversité des situations et les projets de société finalement portés par des sociétés diverses. Et ça suppose aussi d'inventer du droit différent, parce que justement ce cadre qui reste très fortement marqué dans un legs colonial est à peu près incapable de penser ces diversités de situations et ces articulations entre régulations individuelles et collectives. Donc c'est là où eh bien les membres du pôle foncier et du programme Polyterre s'impliquent à des degrés divers dans le dialogue avec des acteurs sociaux, des organisations paysannes, des acteurs des politiques foncières au nord et au sud, pour essayer de traduire, faire passer, rendre intelligible, aider à opérationnaliser ces perspectives-là et leur donner accès à des cadres d'analyse, à des pistes opérationnelles, à des états de l'expérience qui leur donnent des ressources pour influer des politiques foncières dans un sens plus inclusif. Je vous remercie. Frédéric Torterin du LIRDEF. C'était une question pour Philippe Lavie. Je me demandais si l'on pouvait comparer la façon dont les politiques foncières en nord comme au sud prennent en compte les initiatives coopératives, par exemple. On parlait d'Haïti en première intervention. Et il y a ce combitisme qui était plus ou moins théorisé en Haïti, mais qui existe dans la plupart des pays d'Amérique, c'est-à-dire de la Caraïbe et de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Mais de fait, est-ce que justement on a une traçabilité, une comparaison possible, ou des données d'ailleurs, relatives à ces initiatives qui relèvent de la coopération, par exemple interfamiliale ou intercommunale dans ces différents pays? Je suis un peu sec, j'avoue, sur cette question-là. Je ne sais pas, Pierre-Yves, tu as une idée? Tu es un peu sec aussi. À partir du moment où les formes d'accès au droit dans les politiques foncières du Sud sont extrêmement restrictives et compliquées pour les acteurs locaux, etc., je pense que cette situation-là n'est pas vraiment prise en charge, sauf sous forme éventuellement de GIE, de structures, enfin, en passant par des structures associatives ou de type groupement d'intérêt économique, mais qui ne sont pas forcément faites pour avoir une base foncière.
ce qui peut dans certains cas poser des problèmes, quoi. Mais j'avoue que j'ai pas vraiment de réponse à votre question. J'avais une question qui concerne les deux interventions qui questionnent la transition. Je trouve votre analyse des présupposés du terme même de transition extrêmement pertinente. Et est-ce que vous iriez, à partir des exemples sur lesquels vous avez travaillé, les uns et les autres, aussi bien sur le droit du foncier qui remet en question la téléologie, la vision du grand avènement de la modernité, etc., que dans votre cas, est-ce que vous iriez jusqu'à suggérer qu'un autre modèle qui remettrait en question cette vision linéaire et orientée du temps, qui est celle de notre Occident moderne, est-ce que vous iriez jusqu'à suggérer que peut-être il faudrait parler en termes de pluralité de trajectoires temporelles et donc d'hétérochronie, de polychronie et d'hétérochronie, et de plis ou de croisements ou d'enchevêtrements? Est-ce que ça fait sens pour vos études de cas? Est-ce que ça serait des modèles intéressants? Je ne sais pas. Oui, même un des problèmes des lectures en termes évolutionnistes, en termes de passage d'un type, d'un modèle à un autre, fait qu'effectivement c'est très orienté sur la vision de la modernisation et de la trajectoire spécifique des pays industrialisés, et d'autre part présuppose une certaine uniformisation. C'est-à-dire que les situations antérieures disparaissent avec le temps. Or, ce qu'on observe quand on regarde à l'échelle de la planète, on a effectivement l'apparition, enfin, dans le milieu rural, de formes d'exploitation agricole nouvelles ou différentes, avec des immenses exploitations de centaines d'hectares, des fermes de 1000 vaches, des plantations de palmiers à huile, etc. Ça a fragilisé, perturbé, détruit d'autres formes d'agriculture ou d'exploitation de milieu, mais ça ne les a pas fait disparaître. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui non seulement effectivement des sociétés de chasseurs-cueilleurs, des sociétés de pasteurs nomades, des agriculteurs sédentaires en des friches brûlis, des riziculteurs, et aussi des grosses exploitations, etc. Donc c'est la diversité des modèles d'exploitation du milieu qui s'est étendue, et on n'a pas eu une substitution des uns aux autres, quoi. Et du coup, effectivement, on a des temporalités différentes et qui se télescopent à travers ces différentes trajectoires, quoi. Et effectivement, l'autre chose aussi importante, c'est que les agricultures du Sud ne prennent pas et ne pourront pas prendre la même trajectoire que les agricultures du Nord, pour au moins deux raisons très simples. Premièrement, toute la modernisation de l'agriculture européenne s'est faite sur l'expulsion de 20 à 50 millions de personnes du continent européen entre la fin 19e et le début 20e. Or, on voit bien avec tous les débats sur l'immigration que l'Afrique ne pourra pas envoyer dans des continents censés être vierges les quelques centaines de millions de personnes que supposerait ce type d'évolution. Et que d'autre part, toute cette modernisation avec la mécanisation, etc., n'a été possible qu'avec des politiques de subvention très fortes à l'agriculture, qui sont à peu près inimaginables dans la plupart des autres pays. Donc ça fait deux raisons pour lesquelles la trajectoire ne sera pas la même. Et donc, il faut penser justement à une diversité de trajectoires et l'invention de modèles originaux. Parce que les trajectoires ne pourront pas être les mêmes. Et du coup, en termes de foncier aussi, forcément, c'est pas le même support de politique foncière en appui à des politiques agricoles qui fait sens, quoi. Oui, j'aimerais aussi revenir sur ce qui a été avancé. En fait, donc c'est tout à fait passionnant d'entendre successivement ces trois présentations, je dois dire. C'est vraiment fascinant. Et j'aimerais revenir sur ce qui a été dit à propos de la critique de la notion de transition dans les deux premières présentations. Il y a eu donc dans les deux cas une critique de la notion de la téléologie qu'on rencontre sur le terrain. Et donc un premier élément de réflexion que j'aimerais quand même avoir explicité, c'est qu'évidemment c'est certainement ce qui se fait dans les deux projets, mais c'est évidemment très important de voir comment se construit historiquement et sur quel pouvoir et sur quels appareils s'appuie cette téléologie. Elle n'est pas qu'un phénomène purement intellectuel. Et
ce qui renvoie, il me semble, à la question de savoir ce qui va la remplacer. Donc ça, c'est un peu dans le même sens de la question de Bernadette, c'est-à-dire, d'accord, il y a eu un système de pouvoir et une logique de notre monde occidental qu'on est maintenant en situation de pouvoir critiquer. Bien. Qu'est-ce qui lui succédera? Alors on peut naturellement poser que, on l'espère, le plus pluriel possible, et puis en même temps, il faudrait peut-être quand même que quelque chose puisse se formuler avec une certaine efficacité, quelque chose d'autre, et comment ça peut se faire. Maintenant, l'observation principale que je voudrais faire, c'est au moment où on parle de ça, on a encore le titre de la 3e communication sous les yeux. Et en fait, donc, moi, ce qui me frappe maintenant, c'est d'avoir assisté successivement à 2 communications qui nous placent devant le défi extrêmement stimulant de penser au-delà de ces transitions qu'on nous a imposées. Et la 3e communication nous replace en plein dans notre univers qui vit en ce moment une transition que nous sommes priés d'accompagner. Et donc, la question que je posais, je ne crois pas être en condition de la poser de façon très adroite encore, quant aux alternatives à la transition, elle se pose évidemment aux paysans péruviens, elle se pose à tous ceux qui sortent de guerres plus sanglantes que les nôtres, mais elle se pose aussi à nous. Quelle alternative à la transition numérique ? Enfin, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, mais c'est par rapport à cette notion de transition. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que les 3 exposés, chacun dans leur champ spécifique, montrent bien que le terme sert à rien et que, voilà, qu'il explique rien, qu'il a aucune vertu analytique. Par conséquent, il faut trouver autre chose pour décrire la réalité. Donc, vous l'avez montré de façon assez claire. Non, désolé pour les organisateurs de la journée. Je sais bien que c'est un mot chapeau qui permet de... Non, mais on l'a vu je reviens pas, même y compris dans le dernier exposé, où c'est transition numérique ou standardisation scientifique avec point d'interrogation. On voit bien quand même que l'exposé penche du côté de la 2e option. Donc voilà, en termes analytiques, dans chacun des champs concernés, alors il faudrait voir dans d'autres champs, mais à mon avis, transition énergétique, c'est pareil, ça veut rien dire, puisque ça laisse supposer qu'on a changé d'une forme d'énergie à une autre, alors qu'on a un empilement et un mix énergétique qui se transforme. Bref, voilà, chaque champ montre bien que le terme ne sert pas à grand-chose dans son champ spécifique. Et après, ce qui devient intéressant, c'est que le terme, il est quand même employé de façon massive actuellement et sans qualificatif. Alors, on pourrait dire que la transition, c'est déjà une alternative à d'autres termes qui sont totalement dévalués, comme modernisation ou progrès. En gros, c'est à ça que ça sert, ça remplace. Mais ce que je trouve frappant, c'est que modernisation, au moins, modernisation et progrès, comme transition, le point A, le point de départ, il est fictif. Bon, ça, on est bien d'accord. Après, le point B, il était moins fictif. Dans progrès, c'était la société occidentale. En gros. Transition, c'est beaucoup plus implicite, beaucoup moins évident. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a une espèce d'inversion de sens. C'est-à-dire qu'a priori, une transition, c'est aller d'un point A à un point B. Tandis que là, ça devient un état, en fait, la transition. Donc et là, ça a un vrai sens, mais c'est un sens politique, c'est-à-dire on est vraiment dans cette logique du mouvement permanent, néolibéral, etc. Mais je trouve frappant cette inversion de sens du terme de transition par le fait qu'on lui enlève tout qualificatif et que d'ailleurs, si on lui met un qualificatif, il n'a pas de sens et il ne sert pas à grand-chose, en fait. Voilà, c'est juste un commentaire. Pardon, on peut aller boire un café maintenant. Et je rajouterais juste que c'est précisément pour tirer vers ce type de réflexion qu'on l'avait évidemment proposé comme objet commun. Évidemment, voilà. Non, mais c'était même annoncé dans les messages que vous avez reçus et travaillé ensemble avec les équipes projet. Voilà. Et